La semaine où mon fils a eu 1 an, ma femme a posé un chèque d'1 million sur la table devant son avocat. 1 million pour que je disparaisse, et elle gardait l'enfant. J'ai pris le chèque et j'ai disparu cette nuit-là. Au matin, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas du tout. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Alberto. J'ai 46 ans et pendant près d'une décennie, j'ai été l'homme invisible dans une famille qui ne m'a jamais considéré à la hauteur. J'ai rencontré Griselda il y a 11 ans lors d'un dîner d'affaires auquel je ne voulais même pas assister. J'étais un consultant financier indépendant, sans nom de famille célèbre, sans fortune héritée, sans relation dans le cercle qu'elle fréquentait. Elle était la plus jeune fille d'une famille de vieille fortune. Une de ces familles dont le nom est gravé sur les bâtiments et qui regarde les autres de haut, d'une hauteur qu'ils ne prennent jamais la peine de cacher. Dès le premier jour, sa mère, Hortensia, m'a vu pour ce que j'étais à ses yeux, un intrus, un homme sans lignage qui avait eu l'audace de tomber amoureux de sa fille. Mais Griselda, à l'époque, était différente. Ou du moins, je voulais croire qu'elle l'était. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une cérémonie que sa famille a organisée de bout en bout, où j'ai signé des papiers sans en lire tous les détails, où j'ai souri sur des photos avec des gens qui me serraient la main du bout des doigts. Je me disais que c'était la nervosité. Je me disais qu'avec le temps, tout changerait. Je me suis dit beaucoup de choses qui se sont avérées être des mensonges que je m'inventais pour ne pas voir ce qui était juste devant moi. Les premières années ont été difficiles, mais supportables. Griselda et moi avions notre propre monde, séparés de sa famille. Et dans ce monde, je pouvais respirer. J'ai construit ma carrière avec de réels efforts. J'ai obtenu des clients importants. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil. Je n'étais pas millionnaire, mais j'étais libre. J'avais mes propres ressources, mes propres décisions, mon propre nom bâti par le travail et non par l'héritage. Le problème a commencé quand les entreprises familiales de Griselda ont commencé à vaciller. Son frère, Esteban, qui avait toujours géré les investissements du groupe familial, prenait des décisions que personne ne voulait remettre en question à voix haute. De mauvais investissements, des contrats signés à la hâte, des mouvements financiers qui n'avaient aucun sens si on les regardait de près. Et je les ai regardés. C'était mon travail de les regarder. J'ai commencé à voir des choses qui ne me plaisaient pas, des chiffres qui ne collaient pas, des transferts qui apparaissaient et disparaissaient dans les registres sans explication claire. J'en ai parlé à Griselda un soir, prudemment, sans accuser personne. Je lui ai dit que quelque chose dans les comptes de l'entreprise familiale n'allait pas et que si quelqu'un ne corrigeait pas cela rapidement, les conséquences pourraient être graves. Elle m'a écouté en silence, a hoché la tête lentement, et le lendemain, Hortensia m'a appelé au téléphone pour me dire, avec cette voix faite de soie et de venin, que les affaires de la famille ne me regardaient pas. À partir de ce moment, quelque chose a changé entre Griselda et moi. Comme si, en posant les yeux sur ce secret, j'avais franchi une ligne qu'ils avaient tracée sans rien me dire. Les dîners sont devenus plus froids, les conversations plus courtes, et moi qui avais toujours été l'homme invisible de cette famille, je suis devenu quelque chose de pire. Je suis devenu un danger. 2 ans plus tard, notre fils est né, et avec lui est née la seule vraie raison qu'il me restait de supporter tout le reste. Dès la première seconde où je l'ai tenu dans mes bras, j'ai su que cet enfant était la chose la plus réelle de ma vie, la plus pure, la seule chose que personne ne pourrait m'enlever. Ou du moins, c'est ce que je croyais, car Griselda était déjà en train de planifier. Pendant que je changeais des couches à 3 heures du matin, pendant que j'apprenais à distinguer chacun de ses pleurs, pendant que je construisais sans le savoir les meilleurs moments de ma vie, elle était déjà assise avec Ignacio, à revoir des stratégies, à calculer les délais. À préparer le moment exact où elle mettrait ce chèque devant moi et me dirait que j'avais une chance de partir discrètement. Et elle a choisi le premier anniversaire de mon fils pour le faire. Pas par négligence, ni par coïncidence. Elle l'a choisi parce qu'elle voulait que je m'en souvienne ainsi pour toujours. Elle voulait que chaque fois que je penserais aux bougies, au gâteau, à la première fois que mon fils soufflait sans encore comprendre ce que ce moment signifiait, je me souvienne aussi de l'humiliation. Elle voulait mêler la douleur au plus beau souvenir qu'un père puisse avoir. C'est ce qui m'a fait comprendre, alors que je tenais ce chèque entre mes doigts, qu'il ne s'agissait pas d'un simple divorce. C'était une déclaration de guerre. Et moi, qui pendant des années avais été l'homme que personne ne prenait au sérieux. Celui qui signait là où on lui disait de le faire. Celui qui se taisait pour éviter les conflits.
Celui qui voyait des chiffres suspects et les gardait pour lui. Cet homme-là était sur le point de montrer qu'il avait été attentif tout ce temps. J'ai pris le chèque, je l'ai plié, je l'ai rangé, et cette nuit-là, j'ai disparu. Disparaître, ce n'est pas ce que les gens imaginent quand ils entendent ce mot. Ce n'est pas s'enfuir avec une valise à minuit. Ce n'est pas se cacher dans une pièce sombre en tremblant de peur. Disparaître quand on le fait avec intention, quand on le fait avec un plan, c'est complètement différent. C'est un silence calculé. C'est bouger sans faire de bruit pendant que l'autre personne pense avoir déjà gagné. C'est laisser l'ennemi célébrer pendant qu'on prépare la seule chose qui puisse tout changer. Cette nuit-là, après avoir quitté cette pièce avec le chèque dans ma poche, j'ai marché vers ma voiture sans me retourner. Griselda n'est pas sortie pour me suivre. Ignacio n'a rien dit de plus. La maison est restée derrière, lumières allumées, avec les ballons d'anniversaire encore attachés à la porte, avec mon fils à l'intérieur qui ignorait que son père venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Je me suis assis dans la voiture, j'ai posé mes mains sur le volant et j'ai respiré. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à préciser que je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus silencieux, de plus profond. C'était le sentiment d'un homme qui arrête enfin de faire semblant de ne pas voir ce qui est devant lui. C'était douloureux. Une clarté absolue, sans fioriture. Griselda pensait m'avoir acheté. Elle pensait qu'1 million de dollars suffisait pour effacer un homme, pour faire simplement cesser d'exister un père dans la vie de son fils. Et ce qui lui ferait le plus de mal de découvrir bien plus tard, c'est qu'à ce moment-là, je ne pensais même pas à l'argent. Je pensais aux chiffres qui ne collaient pas. Je pensais à Esteban. Je pensais à tout ce que j'avais vu pendant des années et sur quoi j'avais gardé le silence parce que je voulais croire que les choses pourraient s'arranger, parce que je voulais protéger mon mariage, parce que je voulais que mon fils grandisse dans une famille qui fonctionnait. Mais en conduisant cette nuit-là à travers des rues presque vides, avec une ville endormie autour de moi, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Il n'allait jamais me laisser en paix. Même si je partais, même si je disparaissais, même si j'acceptais toutes les conditions qu'il mettait sur cette table, parce que j'en savais trop. Et un homme qui en sait trop, et qui a aussi un fils entre les mains de l'ennemi, ne peut pas simplement disparaître et être en paix. Cet homme doit transformer ce qu'il sait en quelque chose qui les arrête, en quelque chose qui les force à reculer, en quelque chose qui leur enlève le contrôle qu'ils pensent avoir sur leur propre histoire. Cette nuit-là, j'ai appelé Dario. Dario et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous étions camarades à l'université. Nous avons partagé un appartement misérable pendant 3 ans, puis chacun a suivi sa propre voie. Il est devenu expert comptable judiciaire, le genre de professionnel que les entreprises appellent lorsqu'elles soupçonnent quelqu'un de les voler de l'intérieur. Discret, méthodique, avec une mémoire extraordinaire pour les chiffres et une patience que je n'ai jamais eue. Ce n'était pas l'ami avec qui je sortais dîner, ni celui qui apparaissait sur mes photos d'anniversaire. C'était l'ami qu'on appelle quand la situation devient grave. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je ne lui ai pas demandé s'il dormait. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir cette nuit-là même. Il y a eu un bref silence. Puis il a dit, dis-moi où. Nous nous sommes retrouvés dans un café de nuit, un de ceux avec une lumière jaune et 4 tables en formica où personne ne vous demande pourquoi vous êtes là à cette heure. Je lui ai tout raconté. Pas le résumé, pas la version diplomatique qu'on donne quand on veut bien paraître. Tout, depuis le début. Les chiffres que j'avais vus dans les registres de l'entreprise familiale, les transferts sans justification claire. Les contrats qu'Esteban avait signés avec des sociétés que je n'avais jamais pu retracer complètement. La conversation que j'avais eue avec Griselda, son appel à Hortensia le lendemain, le changement qui a suivi, et le chèque, le $1 million sur la table le jour du premier anniversaire de mon fils. Dario m'a écouté sans m'interrompre. Il a bu du café. Quand j'ai terminé, il a posé lentement sa tasse sur la table et m'a regardé avec cette expression qui ne change jamais, calme, concentré, comme s'il traitait tout en même temps. « As-tu déposé le chèque ?» m'a-t-il demandé. « Pas encore. »« Bien. Ne le dépose pas encore. » Il a fait une pause. « Alberto, ce que tu me décris n'est pas seulement un divorce compliqué. Si ce que tu as vu dans ces registres est ce que je pense, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus grave. » Je lui ai demandé à quel point c'était grave.
Il m'a regardé intensément avant de répondre, le genre de gravité qui porte un nom dans le code pénal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans un petit hôtel, le genre qui ne demande pas trop de détails. J'ai payé en espèces et je me suis assis sur le lit avec mon ordinateur sur les genoux, passant en revue tout ce dont je me souvenais. J'avais quelques documents sauvegardés, pas beaucoup, mais assez pour commencer. Des fichiers que j'avais photographiés sans trop y penser à l'époque, presque par instinct professionnel. Parce que quand on travaille avec des chiffres, on apprend que certaines choses ne doivent pas être perdues, même si on ne sait pas encore à quoi elles serviront. Je les ai ouverts un par un, et plus je regardais, plus le schéma devenait clair. Esteban n'avait pas fait d'erreur. C'est la première chose que j'ai comprise, et ce qui m'a le plus glacé le sang. Les erreurs sont accidentelles. Ce sont des oublis. Elles sont les conséquences de la précipitation ou de l'ignorance. Ce qu'Esteban avait fait était systématique, soigné, construit au fil des ans avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui est certain que personne ne le regardera d'assez près. Il avait créé des sociétés écrans, des entités qui existaient sur le papier avec des registres propres, avec des noms qui semblaient légitimes, mais qui n'avaient aucune opération réelle. Et à travers ces sociétés, il avait déplacé de l'argent. De l'argent qui sortait des comptes du groupe familial, qui passait par ces entités comme de l'eau dans un tuyau, et qui finissait dans des endroits que je ne pouvais pas encore identifier complètement. Combien d'argent? C'était ce que je ne savais pas encore avec certitude. Mais les fragments que j'avais devant moi s'additionnaient déjà pour former des montants que j'avais du mal à assimiler. Je me demandais ce que Griselda savait. Je me demandais si elle était complice ou si elle était une autre victime de son propre frère. Je me demandais si Hortensia savait et le couvrait, ou si Esteban avait construit tout cela sous le nez de sa propre famille. Je n'avais pas encore de réponse, mais j'avais quelque chose de tout aussi précieux. J'avais les bonnes questions, et les bonnes questions, entre les mains de quelqu'un qui sait chercher, sont le commencement de tout. À 4 heures du matin, j'ai éteint l'ordinateur et je me suis allongé sur le lit tout habillé. Le plafond de l'hôtel était blanc et lisse et n'avait rien d'intéressant à regarder. Mais je les regardais quand même pendant que je pensais à mon fils, à la façon dont il riait quand je faisais des bruits absurdes avec ma bouche. À la façon dont il dormait les poings serrés, comme si même endormi, il était prêt à se battre. À l'odeur de sa tête quand je le tenais contre ma poitrine. J'ai pensé à Griselda se réveillant ce matin-là, étirant le bras vers le côté vide du lit, assimilant le silence de la maison, souriant peut-être, croyant que tout s'était déroulé exactement comme elle l'avait prévu. Et j'ai pensé à ce qu'elle ressentirait quand elle réaliserait que quelque chose n'allait pas du tout. Parce que je n'avais pas disparu comme elle s'y attendait. J'avais disparu comme j'en avais besoin. Et c'était une différence qui allait très bientôt tout changer. Le lendemain matin, Dario m'a appelé à 7h15. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas demandé comment j'avais dormi. Il a juste dit, j'ai besoin que tu viennes. J'ai trouvé quelque chose. Je me suis levé de ce lit d'hôtel, avec des vêtements froissés et la tête lourde d'une nuit sans véritable sommeil. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai conduit jusqu'au bureau de Dario, qui se trouvait dans un bâtiment discret, le genre de bâtiment qui n'a pas de nom sur la façade et devant lequel la plupart des gens passent sans le remarquer. Je suis monté 3 étages par les escaliers parce que l'ascenseur était toujours occupé. J'ai frappé à la porte et il a ouvert avant même que j'aie terminé, comme s'il avait attendu juste derrière. Son bureau était couvert de papier. C'était inhabituel. Dario était l'homme le plus organisé que je connaisse, le genre à aligner son crayon avec le bord de son carnet et à classer chaque document dans son dossier correspondant avant d'aller se coucher. Voir son bureau ainsi, avec des papiers dans toutes les directions et 3 tasses de café vides, m'en disait plus que n'importe quel mot. Il avait travaillé toute la nuit. « Assieds-toi » m'a-t-il dit. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'était pas exactement de la peur, mais qui s'en rapprochait. Je me suis assis. « Alberto, avec les fragments que tu m'as donnés hier soir et ce que j'ai pu retracer de mon côté dans les registres publics, j'ai reconstitué une structure préliminaire. Ce n'est pas complet. Il manque encore des pièces importantes. Mais ce qu'on peut déjà voir suffit à comprendre l'ampleur de ce que nous avons devant nous. » Il a tourné son ordinateur vers moi. Sur l'écran, il y avait un diagramme, des noms de sociétés reliés par des lignes, des dates, des montants partiels, des flèches indiquant les flux d'argent entre les entités. Au centre de tout, comme le moyeu d'une roue, se trouvait le nom d'Esteban. Il construit ça depuis au moins 6 ans, a dit Dario.
Les premiers transferts que j'ai pu retracer datent d'il y a 6 ans et 4 mois, mais la structure est trop sophistiquée pour être l'œuvre de quelqu'un qui part de zéro. Cela a été conçu. Quelqu'un l'a aidé à le concevoir. Ou bien il a lui-même étudié la question pendant longtemps avant de se lancer. Je lui ai demandé combien d'argent il avait déplacé. Dario a ouvert une autre fenêtre sur l'écran. Avec ce que j'ai jusqu'à présent, de façon prudente, on parle d'un montant compris entre 4 et 7 millions de dollars, mais j'insiste, c'est préliminaire. Si nous pouvions avoir accès aux registres internes complets de l'entreprise familiale, le chiffre pourrait être nettement plus élevé. Je suis resté silencieux un instant. 7 millions de dollars extraits de l'entreprise familiale sur 6 ans pendant qu'Hortensia affichait son nom de famille lors d'événements mondains. Pendant que Griselda posait un chèque sur la table pour acheter mon silence. Pendant que je regardais des chiffres qui ne collaient pas et que je me taisais pour ne pas détruire mon mariage. Est-ce qu'elle sait? Griselda, ai-je demandé. Dario a hésité avant de répondre. Cela m'en disait long, à moi aussi. Je ne sais pas avec certitude, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé et que tu dois voir. Il a ouvert un autre dossier et m'a montré un document. C'était un contrat de modification de l'actionnariat dans l'une des entreprises du groupe familial, signé il y a 2 ans, pile au moment où les choses entre Griselda et moi avaient vraiment commencé à se refroidir. Dans ce contrat, Griselda avait transféré ses parts à une société holding qui, en suivant la piste attentivement, finissait par être connectée à l'une des sociétés écrans d'Esteban. Il est possible qu'elle n'ait pas su ce qu'elle signait, a dit Dario avec prudence. Il est possible qu'Esteban lui ait expliqué qu'il s'agissait d'une restructuration de routine et qu'elle l'ait signé sans creuser davantage, mais il est aussi possible qu'elle le savait parfaitement. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu n'as pas beaucoup de temps, Alberto. Si Griselda avance dans la procédure de divorce et obtient la garde exclusive avant que nous ayons trié les preuves, il sera beaucoup plus difficile de renverser la situation. Les procédures judiciaires ont une inertie une fois qu'elles commencent à rouler dans une direction. Les arrêtés coûtent 2 fois plus cher. Il avait raison. Je le savais. Mais je savais aussi que si j'agissais trop vite, si je faisais trop de bruit avant que tout soit en ordre, ils auraient le temps de brouiller les pistes. Et Esteban, qui avait construit cette structure pendant 6 ans avec la patience d'un chirurgien, n'était pas du genre à tarder à réagir s'il sentait le sol bouger. J'avais besoin de la pièce qui manquait encore. J'avais besoin de quelqu'un qui avait été à l'intérieur. Cet après-midi-là, alors que je passais méthodiquement en revue mes contacts avec le désespoir de quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir exactement à quoi cela ressemble, j'ai trouvé le nom de Josefina. Josefina avait travaillé pendant près de 8 ans dans l'administration centrale de l'entreprise familiale de Griselda. C'était une comptable, discrète, efficace, une de ces personnes qui sait tout ce qui se passe dans une organisation parce qu'elle est présente à chaque réunion sans que personne ne la regarde directement. Elle avait quitté l'entreprise il y a 14 mois de manière brutale, sans explication publique. À l'époque, je l'avais remarqué, mais je n'y avais pas accordé beaucoup d'importance. Aujourd'hui, vu de là où j'étais, ce détail avait un poids complètement différent. Je l'ai appelée sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Le téléphone a sonné 4 fois. 5. J'allais raccrocher quand elle a répondu. Sa voix semblait prudente dès la première seconde. Pas hostile, mais alerte, comme quelqu'un qui attend depuis longtemps un appel qu'elle n'est pas sûre de vouloir recevoir. Je lui ai dit qui j'étais. Il y a eu un long silence. Alberto, a-t-elle fini par dire. Je pensais que tu aurais appelé plus tôt. Cette phrase m'a arrêté. Je l'ai assimilée lentement. Tu savais que j'allais t'appeler. Je ne savais pas quand, mais je savais que si les choses atteignaient un point de rupture, tôt ou tard, tu aurais besoin de parler à quelqu'un qui avait vu ce que j'ai vu. Je lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne. Elle a dit oui, mais à une condition, dans un lieu public, en plein jour, et que je ne vienne avec personne d'autre. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un parc près de chez elle. Avant de raccrocher, elle a ajouté une dernière chose à voix basse, presque comme si elle craignait que quelqu'un l'entende, même si elle était seule. Alberto, ce que je vais te dire change tout, mais cela va aussi te faire mal. Il faut que tu sois préparé à ça. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel avec la tête pleine de bruit. Penser à mon fils m'apaisait et me brisait en même temps. Je l'imaginais dans sa chambre entourée de ses jouets, ne comprenant pas pourquoi son papa n'était pas apparu ce matin-là.
Je me demandais ce que Griselda lui avait dit. Je me demandais si quelqu'un l'avait pris dans ses bras cette nuit-là avant de dormir. Si quelqu'un lui avait chanté une chanson, si quelqu'un avait été là avec la patience et la tendresse dont un enfant d'1 an a besoin quand le sommeil a du mal à venir. Ça faisait mal de ne pas savoir. Ça faisait mal d'une manière qui n'a pas de nom précis. Une douleur qui ne se trouve pas à un endroit spécifique du corps, mais qui occupe tout, qui est dans chaque souffle. Qui pèse sur les épaules, dans la poitrine et dans la gorge en même temps. Mais cette douleur était aussi un carburant. Chaque fois que je la ressentais, au lieu de me paralyser, elle me rappelait exactement pourquoi je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Ce n'était pas une option. Mon fils n'était pas une option. Il était la raison pour laquelle chaque mouvement devait être précis. Chaque décision devait être intelligente et chaque preuve que nous rassemblions devait être aussi solide qu'un roc. Le lendemain matin, je suis arrivé au parc avec 15 minutes d'avance. Je me suis assis sur un banc avec une tasse de café que je n'ai pas bu, et j'ai attendu. Joséphina est arrivée à l'heure, vêtue d'un manteau sombre et avec un dossier sous le bras que je n'ai pas manqué de remarquer. Elle s'est assise en face de moi sans préambule, sans ce genre de banalité que les gens utilisent pour se mettre en condition. Elle m'a regardé directement et a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle avait démissionné il y a 14 mois parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle ne pouvait pas non plus signaler en interne sans se mettre en danger. Elle m'a dit qu'Esteban avait créé un système de double comptabilité au sein de l'entreprise, une version officielle qui était présentée aux associés et aux organismes de réglementation, et une version réelle que seul lui et 2 personnes de confiance connaissaient. Elle m'a dit qu'elle avait vu des transferts vers des comptes à l'étranger, des montants qui ne correspondaient à aucune opération commerciale légitime et des noms d'entreprises qui, lorsqu'elle a essayé de les vérifier dans les registres, n'existaient tout simplement pas. Mais ce n'était pas ça qui allait me faire mal. Elle a ouvert le dossier, a sorti une feuille et l'a posée sur le banc entre nous. C'était la copie d'un email interne datant d'il y a 16 mois. L'expéditeur était Esteban. Le destinataire était Griselda. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois, et quelque part entre la 2e et la 3e lecture, j'ai cessé de sentir le froid du matin. J'ai cessé d'entendre les oiseaux dans les arbres du parc. J'ai cessé de remarquer tout ce qui n'était pas ces lignes imprimées sur le papier que je tenais entre mes doigts. Dans cet email, Esteban expliquait à Griselda en détail clair et sans euphémisme la situation réelle des fonds. Il lui disait que si Alberto continuait à examiner les livres de l'entreprise, il finirait par trouver des choses qui pourraient tout les détruire. Il lui disait que la solution la plus propre, celle qui créait le moins de risques, était de se séparer de moi avant que je n'aie le temps de monter un dossier. Et à la fin, dans les dernières lignes de l'email, il y avait une phrase qui m'a marqué avec la précision d'un fer rouge. Si tu t'y prends bien, il partira sans faire d'histoire. Les hommes comme Alberto partent toujours quand on leur offre une porte de sortie qui semble digne. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Joséphina. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, comme pour confirmer ce que je commençais déjà à comprendre. Le divorce n'avait pas été une décision émotionnelle. Il n'avait pas été la fin naturelle d'un mariage qui s'était essoufflé. Cela avait été une opération calculée, coordonnée entre le frère et la sœur, conçue pour m'éliminer avant que je ne puisse devenir un vrai problème. Et le chèque d'1 million de dollars sur la table n'était simplement que la dernière étape d'un plan qui était en cours depuis plus d'1 an. J'ai soigneusement plié la copie de l'email, je l'ai mise dans ma poche, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas seulement de la douleur ou de la rage. J'ai senti que j'avais exactement ce dont j'avais besoin pour gagner. Il y a des moments dans la vie où tout ce que vous pensiez savoir sur une personne s'effondre en une seconde. Ce n'est pas un processus graduel. Ce n'est pas quelque chose que vous assimilez petit à petit en vous donnant le temps d'ajuster l'image que vous aviez. C'est instantané, brutal. Comme quand vous retirez le dernier bloc d'une tour et que tout s'effondre en même temps sans que vous puissiez faire autre chose que de regarder. C'est ce que j'ai ressenti en lisant cet email d'Esteban. Ce n'était pas que Griselda avait cessé de m'aimer. Ce n'était pas que notre mariage s'était usé avec les années, comme cela arrive à tant de couples sans coupable clair et sans mauvaise intention. C'était qu'à un moment donné, pendant que je changeais des couches, que je mémorisais les horaires des repas de mon fils et que je construisais tranquillement la vie que je croyais que nous partagions, elle avait pris une décision froide et calculée. Elle m'avait choisi comme étant le problème et avait travaillé avec son frère pour m'éliminer aussi proprement que possible. 1 million de dollars pour mon silence, pour mon absence, pour mon fils.
Je suis resté assis sur ce banc de parc pendant un long moment après le départ de Josefina. Le café a refroidi sans que j'y touche. Les gens passaient autour de moi avec leur routine normale, avec leurs chiens, leurs écouteurs et leur empressement matinal, et aucun d'entre eux ne se doutait que l'homme assis sur ce banc reconstruisait son monde depuis les fondations. J'ai appelé Dario en arrivant à l'hôtel. Je lui ai parlé de l'email. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un de ces silences qui ne sont pas vides, mais qui sont remplis de choses que l'autre personne assimile avant de parler. Cela change complètement la donne, a-t-il dit. Enfin, nous ne parlons plus seulement de fraude financière interne. Nous parlons d'une conspiration délibérée pour entraver une enquête potentielle, en utilisant le mariage et la garde d'un mineur comme outil. Cela a des implications juridiques très sérieuses. Alberto, très sérieuses. Je lui ai demandé ce que cela signifiait concrètement. Ça signifie que tu as besoin d'un avocat aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Il avait raison et je le savais. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas engager n'importe quel avocat. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne la complexité de ce que nous construisions. Quelqu'un qui puisse gérer simultanément la procédure de garde et les implications d'une fraude financière. Quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider par la famille de Griselda ou par l'avocat Ignacio, qui avait la réputation d'être implacable pour défendre de riches clients. Dario m'a recommandé quelqu'un. Je ne donnerai pas son nom ici, car cette partie n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que l'après-midi même, je l'ai rencontré dans son bureau. Je lui ai présenté tout ce que nous avions jusqu'à présent et j'ai vu sa posture changer à mesure qu'il examinait les documents. Il avait commencé la réunion adossé à sa chaise, avec cette attitude calme de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires de divorce compliquées. Il l'a terminé penché en avant, les coudes sur le bureau et les yeux fixés sur l'email d'Esteban. De combien de temps avez-vous besoin pour préparer le dossier, lui ai-je demandé. Il m'a regardé. Cela dépend du temps dont vous disposez pour obtenir d'autres preuves. Ce que vous avez là est puissant. Mais ce n'est pas encore suffisant pour le présenter devant un tribunal et gagner avec certitude. Nous avons besoin de plus de documentation sur la fraude. Nous devons corroborer le témoignage de Madame Josefina avec des preuves supplémentaires. Et nous devons établir clairement que la procédure de divorce a été initiée dans l'intention spécifique de protéger des activités illégales. Je lui ai dit que je comprenais. Et il y a autre chose, a-t-il ajouté. Tant que vous avez disparu, tant que vous n'avez fait aucune démarche juridique formelle, Griselda peut engager la procédure de divorce par défaut. S'il s'écoule trop de temps sans que vous n'apparaissiez dans le dossier. Un juge pourrait interpréter votre absence comme un abandon volontaire. Cela nuit directement à votre dossier de garde. Ce détail m'a glacé. J'avais gagné du temps en disparaissant, mais le temps jouait aussi contre moi. Je devais agir vite, mais sans trop bouger. Je devais être invisible pour Griselda, mais visible pour le système judiciaire. C'était un équilibre difficile. Le genre d'équilibre qui se brise si on calcule mal un seul pas. Cette nuit-là, seul dans l'hôtel, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le début de toute cette affaire. J'ai écrit. Pas un document juridique, pas des notes d'enquête. J'ai écrit pour moi-même. J'ai écrit sur mon fils, sur le jour de sa naissance, sur la façon dont mes mains tremblaient quand l'infirmière l'a mis dans mes bras pour la première fois. Sur la première fois qu'il m'a vraiment souri. Pas ce réflexe automatique des nouveau-nés, mais un sourire conscient, dirigé vers moi, comme s'il me reconnaissait et était heureux de me trouver là. Sur la façon dont il a appris à ramper, allant toujours là où j'étais, comme si j'étais son point de repère dans l'espace. J'ai écrit tout cela parce que j'avais besoin de me rappeler précisément pourquoi je faisais ce que je faisais. Parce que dans les moments de plus grande pression, quand la fatigue, la rage et la douleur se mélangent jusqu'à devenir indiscernables, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, avait toujours été lui. Le lendemain, Dario m'a appelé avec du nouveau. Il avait trouvé dans les registres du commerce le nom de l'une des sociétés écrans d'Esteban liée à une transaction immobilière. Une propriété achetée comptant il y a 3 ans, via un prête-nom, avec une valeur déclarée bien inférieure au véritable prix du marché. Ce type d'opération portait un nom technique, et ce nom technique était un crime. Nous construisons une chaîne, m'a dit Dario. Chaque pièce que nous trouvons nous mène à une autre. Esteban n'a pas agi seul dans tout ça, Alberto. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui a facilité certains mouvements qui,
de l'intérieur de l'entreprise, ne peuvent être faits sans complicité extérieure. Je lui ai demandé s'il savait de qui il s'agissait. Pas encore avec certitude, mais il y a un nom qui apparaît à plusieurs reprises dans les documents constitutifs de deux des sociétés écrans. Un nom qui ne fait pas partie de la famille, mais qui a des liens évidents avec eux. J'ai attendu. Ignacio, a-t-il dit. L'avocat. Le même homme qui était assis en face de moi avec ses papiers bien rangés et son calme de chirurgien, pendant que Griselda m'offrait $1 million pour disparaître. Le même qui avait préparé cet accord, qui en avait rédigé les termes, qui avait été présent dans cette pièce à la fois comme témoin et comme architecte. Il n'était pas seulement l'avocat de Griselda, il faisait partie du système. J'ai respiré lentement. J'ai senti les pièces prendre forme. Comment la carte, qui au début ressemblait à un chaos de lignes et de noms sans connexion claire, acquérait une structure reconnaissable, une logique interne qui expliquait tout. Le mépris d'Hortensia dès le premier jour. La froideur de Griselda ces dernières années. La réaction immédiate de m'appeler pour m'avertir de me tenir à l'écart des affaires de l'entreprise. La décision d'entamer le divorce exactement au moment où je commençais à poser des questions embarrassantes. Tout concordait, et tout avait un dénominateur commun, j'étais le seul dans cette histoire à ne pas savoir ce qui se passait réellement. Le seul qui avait vécu au sein de cette famille en croyant que le problème était une question de compatibilité. De différence de classe. D'attente non satisfaite. Le seul qui s'était blâmé pendant des années de ne pas être à la hauteur de cette famille, de ne pas avoir le bon nom, de ne pas savoir gérer les silences de Griselda. De ne pas savoir comment conquérir Hortensia. Pendant qu'ils construisaient un piège, je leur fabriquais des excuses. Tout cela était terminé. Cet après-midi-là, j'ai écrit un message à Josefina pour lui demander si elle avait d'autres documents. Elle a répondu en moins de 10 minutes. Elle a dit oui. Qu'elle avait sauvegardé des copies de certaines choses avant de démissionner. Qu'à l'époque, elle ne savait pas exactement à quoi elles lui serviraient, mais que quelque chose lui disait qu'elle ne devait pas partir les mains vides. Elle m'a dit qu'elle avait des relevés bancaires, d'autres emails et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas décrire par écrit. Je lui ai dit que j'avais besoin de la revoir le lendemain. Elle a répondu, même endroit, même heure. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là, à fixer de nouveau le plafond de l'hôtel. Mais cette fois, ce n'était plus le plafond vide de la première nuit. Ce plafond blanc et lisse qui n'avait rien à me dire pendant que j'assimilais la douleur. Cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais un plan. Et le plan prenait forme avec la solidité et la précision de quelque chose construit par quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Sauf la seule chose qui compte vraiment. Mon fils m'attendait de l'autre côté de tout cela, et je n'allais pas le décevoir. Josefina est arrivée au parc avec un sac en tissu marron qu'elle portait à deux mains, comme si le poids de ce qui se trouvait à l'intérieur était plus que physique. Elle s'est assise en face de moi sans me saluer, a posé le sac sur le banc entre nous et m'a regardé avec cette expression que j'avais déjà appris à lire chez elle. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était le visage de quelqu'un qui a porté un secret trop longtemps et qui est enfin sur le point de le lâcher, avec tout le soulagement et le vertige que cela implique. J'ai gardé ces choses lors de mon dernier jour au bureau, m'a-t-elle dit. Je suis arrivé tôt, avant tout le monde, et j'ai copié ce que je pouvais. Je ne savais pas si ça serait utile un jour, mais je savais que si je ne les sortais pas ce jour-là, ça disparaîtrait. Esteban était très prudent avec les dossiers physiques. De temps en temps. Il faisait le ménage. Des documents cessaient d'exister du jour au lendemain sans que personne ne demande pourquoi. J'ai ouvert le sac avec précaution. Il y avait 3 dossiers, une clé USB et une enveloppe scellée que Josefina m'a demandé, d'un geste, de garder pour la fin. J'ai commencé par le premier dossier. Il s'agissait des relevés bancaires de 2 des sociétés écrans que Dario avait déjà identifiés. Mais ce n'étaient pas des fragments ou des registres partiels. C'étaient des documents complets, avec en tête, signature, tampon. Ils montraient les mouvements sur une période de 4 ans avec une clarté qui ne laissait aucune place à d'autres interprétations. Des rentrées d'argent qui ne correspondaient à aucune activité commerciale légitime, des sorties vers des comptes numérotés à l'étranger. Des transferts internes qui passaient d'une entité à une autre avant d'atteindre leur destination finale, comme si quelqu'un avait conçu l'itinéraire spécifiquement pour rendre la traçabilité difficile. Mais Josefina avait été là. Elle en avait vu l'origine et l'avait documenté. Le deuxième dossier contenait des emails imprimés. D'autres emails entre Esteban et Ignacio,
daté sur plus de 2 ans, avec une fréquence qui n'était pas celle d'une relation professionnelle normale entre client et avocat. C'était la communication de 2 personnes construisant quelque chose ensemble, se coordonnant, se tenant au courant de l'état d'un projet qui ne peut pas exister au grand jour. Dans l'un de ses emails, Ignacio expliquait à Esteban comment structurer le transfert des parts de Griselda, pour que cela ressemble à une restructuration interne de routine. Il indiquait exactement quel document préparer, quel langage utiliser, et comment le présenter à Griselda pour qu'elle le signe sans poser de questions. Voilà la réponse à la question que je m'étais posée depuis le début. Griselda ne savait pas tout, ou du moins pas à ce moment-là. Ignacio et Esteban s'étaient aussi servis d'elle. Il l'avait déplacée comme un pion supplémentaire sur l'échiquier, profitant de sa confiance aveuglant son frère et de son habitude de signer ce qu'on lui présentait sans trop creuser, parce que c'est ainsi que cela avait toujours fonctionné dans cette famille. Où chacun avait son rôle et personne ne remettait les autres en question. Cela a suscité en moi quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas exactement de la compassion. C'était quelque chose de plus complexe, car même si Griselda avait été manipulée sur cet aspect spécifique, l'email que Josefina m'avait montré la veille était une preuve suffisante qu'à un moment donné, elle n'ignorait plus la situation. À un moment donné, elle avait fait un choix. Lorsqu'il s'est agi de protéger les intérêts de sa famille et les siens, elle avait décidé que j'étais le prix acceptable à payer. Cela ne disparaissait pas, même si Esteban l'avait trompé sur les détails. Le 3e dossier m'a arrêté. C'était des relevés de paiement. Pas ceux des sociétés écrans. Cette fois, c'était des paiements directs depuis un compte personnel lié à Esteban, vers 3 personnes différentes. Les noms ne me disaient rien au début, mais les dates, si. Les paiements avaient commencé exactement 3 mois avant que Griselda ne me dise qu'elle voulait divorcer, et l'un des bénéficiaires était un détective privé. J'ai fixé ce nom. Esteban avait engagé quelqu'un pour me suivre pendant des mois, pendant que je vivais ma vie sans me douter de rien. Quelqu'un m'avait surveillé, avait observé mes mouvements, mes réunions de travail, mes routines, cherchant quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre moi. Cherchant n'importe quoi qui leur permettrait de construire un récit où j'étais le problème, où c'était moi qui avais quelque chose à cacher, où la décision de m'écarter de la vie de mon fils semblerait non seulement pratique, mais justifiée. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai demandé à Josefina si elle savait ce que ce détective avait trouvé. Elle m'a répondu qu'elle ne le savait pas avec certitude, mais que lors d'une réunion à laquelle elle avait assisté, sans que personne ne prête grande attention à sa présence, elle avait entendu Esteban dire que le rapport n'avait pas donné les résultats escomptés. Que j'étais, pour reprendre ses mots exacts, désespérément irréprochable. Désespérément irréprochable. J'ai rangé cette phrase dans un endroit important de ma mémoire, car elle en disait plus sur eux que sur moi. Ils avaient cherché de la boue et n'en avaient pas trouvé. Et au lieu de reconsidérer ce qu'ils faisaient, ils avaient simplement décidé d'acheter mon départ avec un chèque. J'ai pris la clé USB. Je l'ai passée à Josefina pour qu'elle me dise ce qu'elle contenait avant de la brancher sur un appareil. Elle m'a dit qu'il y avait des copies numériques de tout ce qui se trouvait dans les dossiers, plus des éléments supplémentaires qu'elle n'avait pas pu imprimer. Des fichiers audio. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'enregistrements de réunions internes, qu'elle avait réalisés avec son téléphone au cours de son dernier mois de travail, lorsqu'elle se doutait déjà que la situation atteignait un point de non-retour et qu'elle voulait garder une preuve de ce qu'elle entendait. Je lui ai demandé si elle avait écouté ces enregistrements récemment. Elle a dit oui, et qu'il y en avait un en particulier que je devais entendre. Elle en a décrit le contenu sans détour. C'était une réunion entre Esteban, Ignacio et Hortensia, 3 mois avant le jour où Griselda avait posé le chèque sur la table. Dans cette réunion, tous les 3 discutaient du plan visant à m'écarter de l'entreprise familiale, du mariage et de la vie de mon fils, simultanément et de manière coordonnée. Hortensia, à un moment donné de l'enregistrement, avait dit quelque chose que Josefina m'a répété de mémoire, avec une précision qui m'a indiqué qu'elle l'avait écouté de nombreuses fois. Alberto n'a jamais été l'un des nôtres. Il ne le sera jamais. Et les erreurs se corrigent avant qu'elles ne deviennent permanentes. Les erreurs se corrigent. C'est ainsi que m'appelait la mère de la femme avec qui j'avais construit ma vie pendant 9 ans. C'est ainsi que la grand-mère de mon fils m'appelait. Une erreur à corriger. J'ai ouvert l'enveloppe que Josefina m'avait demandé de garder pour la fin. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. C'était un document de 2 pages à l'entête d'un cabinet d'avocats qui n'était pas celui d'Ignacio.
Un cabinet externe spécialisé en droit de la famille et protection de l'enfance. Et dans ce document, il y avait une analyse juridique datée d'il y a 11 mois sur les implications de l'initiation d'une procédure de divorce dans le but déclaré de protéger des informations financières sensibles d'un conjoint ayant des connaissances en comptabilité. Quelqu'un avait commandé cette analyse. Quelqu'un avait voulu savoir exactement jusqu'où il pouvait aller légalement avant de passer à l'action. À la fin du document, sur la dernière ligne, avant la signature de l'avocat externe, il y avait une note manuscrite. 3 mots écrits avec la petite écriture précise de quelqu'un habitué à prendre des notes rapides dans les marges de documents. C'était l'écriture de Griselda. Les 3 mots étaient « procéder comme prévu ». J'ai levé les yeux. Josefina m'observait en silence. Il n'y avait rien besoin de dire. Griselda n'était pas seulement une victime des plans de son frère. Elle en était une participante active. Elle avait commandé cette analyse, en avait lu les implications, avait écrit ces 3 mots de sa propre main, et avait procédé exactement comme il l'indiquait. Tout ce que j'avais cru de mon mariage, de ces dernières années, des moments où je pensais que les choses pourraient s'arranger si je faisais plus d'efforts, si je cédais davantage, si j'étais plus patient, s'est réorganisé à cet instant pour former une image complètement différente. Je n'avais pas échoué dans mon mariage. J'avais été bien plus que ça. J'avais été utilisé. Il s'était servi de mon honnêteté, de ma volonté de me taire pour préserver la paix, de mon amour pour mon fils, de mon besoin de croire que ça pouvait marcher. Ils avaient pris chacune de mes qualités et les avaient transformées en outils pour m'immobiliser pendant qu'ils fabriquaient le piège parfait. J'ai remercié Josefina. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait exigeait du courage et que je ne l'oublierais pas. Elle a hoché la tête. Elle m'a dit d'être prudent. Que Esteban était capable d'agir très vite quand il sentait que quelque chose lui échappait. Elle m'a dit que si, à un moment donné, elle avait besoin de protection juridique, elle espérait pouvoir compter sur moi. Je lui ai assuré qu'elle le pouvait. Je suis retourné à ma voiture avec un sac en tissu dans les bras, sentant le poids de chaque papier, de chaque dossier, de chaque seconde d'enregistrement que Josefina avait préservé avec la discipline silencieuse de quelqu'un qui sait que la vérité a besoin de témoins pour survivre. J'ai appelé Dario en conduisant. Je lui ai dit que nous avions tout ce qu'il nous fallait. Il y a eu une brève pause, puis, pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai entendu dans la voix de Dario quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Alors, il est temps de planifier la prochaine étape, a-t-il dit. Oui, c'était exactement ça. Parce que disparaître avait été le commencement. Rassembler les preuves avait été le moyen. Et maintenant, avec tout ce que j'avais entre les mains, avec tout ce que Josefina avait préservé et que Dario avait retracé, et après avoir attendu avec une patience que je ne me soupçonnais même pas venait la partie qui allait tout changer. Il était temps de revenir. Revenir ne signifie pas juste se montrer. C'est la première chose que l'avocat m'a dite lorsque je lui ai présenté tout le matériel que Josefina m'avait remis. Nous étions dans son bureau, les 3 dossiers ouverts sur la table, la clé USB branchée sur son ordinateur, et les fichiers audio passés à faible volume. Pendant ce temps, il prenait des notes avec une concentration qui me montrait qu'il analysait chaque détail avec le sérieux que l'affaire méritait. Lorsqu'il eut fini de tout examiner, il s'est adossé à son fauteuil et m'a regardé. Alberto, ce que vous avez là est extraordinairement solide. Nous avons des documents financiers qui prouvent la fraude, de la correspondance qui établit la coordination entre Esteban et Ignacio, des enregistrements audio qui placent Hortensia comme une participante active au plan. Et le plus important, ce document avec la note manuscrite de Griselda, qui la relie directement à la décision de procéder. Ce n'est pas un dossier fragile. C'est un dossier qui, s'il est présenté correctement, peut absolument tout changer. Je lui ai demandé ce que présenter correctement signifiait. Cela signifie que nous ne pouvons pas agir à la hâte. Si vous apparaissez maintenant, si vous présentez cela demain dans un tribunal sans stratégie, ils réagiront. Ignacio est un avocat expérimenté, et il cherchera un moyen de remettre en question la validité de chaque document. D'attaquer la crédibilité de Josefina. De construire un récit où vous êtes l'agresseur et elle la victime. Nous devons anticiper chaque mouvement qu'ils vont faire et avoir la réponse prête avant même qu'ils ne posent la question. Je comprenais ce qu'il me disait. De combien de temps avez-vous besoin? 2 semaines, peut-être 3. Avec le matériel que vous avez, je peux monter un dossier qui sera pratiquement inattaquable, mais j'ai besoin de ce temps pour l'organiser, pour vérifier chaque document de manière indépendante.
pour préparer Josefina comme témoin et pour coordonner le moment exact où nous nous présenterons. 2 ou 3 semaines. C'était un temps qui me pesait d'une manière difficile à décrire. Chaque jour sans voir mon fils était un jour que je ne récupérerais pas. Chaque matin où il se réveillait sans me trouver était un matin où je n'avais pas été là. Mais je savais aussi que si je faisais un faux pas, si j'arrivais au tribunal sans la bonne préparation et que je perdais, les dégâts seraient infiniment pires que ces semaines d'attente. Je lui ai dit qu'il avait 2 semaines. Il m'a regardé intensément. Bien. Alors, nous commençons aujourd'hui. Ce qui a suivi a été la période la plus étrange de ma vie. À l'extérieur, j'étais toujours l'homme qui avait disparu. Griselda ne savait pas où j'étais. Ignacio n'avait reçu aucune notification légale de ma part. En apparence, j'étais exactement ce qu'il voulait que je sois, un homme qui avait pris le chèque et était parti sans faire de vagues. À l'intérieur, nous fabriquions une bombe. Dario travaillait tous les jours à retracer la piste financière, avec la minutie de quelqu'un qui sait que chaque chiffre compte. C'est lui qui a réussi à identifier le compte de destination finale de la majeure partie de l'argent détourné par Esteban, un compte à l'étranger au nom d'une société à responsabilité limitée, constituée dans un pays dont la législation sur la transparence financière est laxiste. Le montant total accumulé sur ce compte, selon les registres que Dario avait pu reconstituer en croisant de multiples sources, dépassait les 11 millions de dollars. 11 millions. Pas 4, pas 7. 11. Quand Dario m'a donné ce chiffre, il l'a prononcé à voix basse, presque comme si le dire à haute voix en rendait le poids plus réel. J'ai écouté et je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste pensé à Hortensia avec son attitude de supériorité morale, avec sa façon de me regarder comme si j'étais un objet que quelqu'un avait oublié de ramasser par terre. J'ai pensé à la façon dont cette femme avait bâti, pendant des décennies, l'image d'une famille respectable, d'un nom honoré, d'un argent gagné avec du travail et du bon sens. Et sous tout cela, son propre fils vidait les coffres depuis 6 ans. Je me suis demandé si elle savait tout. L'enregistrement de Josefina la plaçait dans la conspiration visant à m'écarter du mariage, mais pas nécessairement dans la connaissance totale de la fraude financière. Il était possible qu'Esteban l'ait maintenu partiellement dans l'ignorance des montants réels, l'utilisant comme allié dans la partie qui l'arrangeait, tout en lui cachant l'ampleur véritable de ses agissements. C'est quelque chose que le processus judiciaire finirait par clarifier. Pendant ce temps, autre chose se passait du côté de Griselda. Mon avocat m'a informé qu'elle avait formellement entamé la procédure de divorce. Elle l'avait déposée 4 jours après ma disparition, avec Ignacio comme représentant légal, alléguant un abandon du domicile conjugal et demandant la garde exclusive de notre fils, avec un droit de visite supervisé pour moi au cas où je voudrais réclamer le moindre contact. Des visites supervisées. J'ai lu cette partie du document que mon avocat m'a montré et j'ai dû prendre 2 profondes respirations avant de pouvoir continuer à lire. Des visites supervisées pour le père qui avait été présent toutes les nuits depuis le premier jour. Celui qui savait exactement comment tenir son fils pour le faire cesser de pleurer, qui connaissait ses expressions, ses rythmes et ses petites peurs avec la précision de quelqu'un qui avait consacré une année entière à les apprendre. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Mon avocat a déposé une requête minimale, juste assez pour que le système enregistre que j'existais et que je n'avais pas abandonné la procédure volontairement. Rien de plus, juste de quoi arrêter le chronomètre sans abattre nos cartes. Ignacio a répondu par une autre requête, demandant à ce que mon adresse soit établie. Classique, prévisible. Nous sommes restés silencieux. C'est au cours de cette 2e semaine que s'est produit un événement que je n'avais pas anticipé. Esteban a agi. Je ne sais pas si c'était de l'instinct. Je ne sais pas si quelqu'un lui a dit quelque chose. Je ne sais pas si, tout simplement, la paranoïa de quelqu'un qui a passé des années à construire un mensonge l'a poussé à vérifier ses traces au pire moment possible. Mais Dario m'a appelé un mardi après-midi pour m'informer qu'il avait détecté une activité inhabituelle dans les registres de 2 des sociétés écrans. Quelqu'un modifiait des documents, mettait à jour des dates, modifiait des montants dans des registres que nous avions déjà photographiés et sauvegardés. Esteban effaçait ses traces. J'ai ressenti une décharge d'adrénaline qui m'a immédiatement fait me lever. Est-ce que cela affecte ce que nous avons, ai-je demandé à Dario. Non. Tout ce que nous avons déjà collecté est préservé, avec une date et une heure vérifiables. Il peut modifier les originaux autant qu'il veut. Il ne peut pas faire disparaître les copies que nous avons.
Il ne peut pas non plus changer le fait que les documents que nous possédons ont été obtenus avant ces modifications. En fait, cela nous avantage. Pourquoi? Parce que la destruction ou l'altération de preuves dans le cadre d'une enquête en cours est un délit supplémentaire. Si nous pouvons prouver qu'il se savait visé par une enquête et qu'il a quand même procédé à la modification des registres, cela aggrave considérablement son cas. J'ai dit à Dario de tout documenter, chaque modification, chaque changement, chaque horodatage, afin de constituer un registre parallèle qui montrerait non seulement ce qui existait avant, mais ce qu'Esteban avait essayé de faire disparaître par la suite. Dario m'a répondu qu'il était déjà en train de le faire. Le soir même, alors que je faisais le point sur l'avancement du dossier avec mon avocat au téléphone, j'ai reçu un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Il était court, sans salutation, sans nom à la fin. Il disait: « Je sais que tu n'es pas parti. Je sais que tu prépares quelque chose. Cela peut bien se terminer pour nous deux si nous parlons avant que tout n'explose. Il y a des choses que tu ignores et que tu dois savoir avant de prendre des décisions sur lesquelles tu ne pourras pas revenir. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai immédiatement transféré le message à mon avocat. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Ne répondez pas. Ce message est soit un piège, soit un signe de désespoir. Dans les 2 cas, le silence est votre meilleure réponse pour l'instant. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message avec la date et l'heure. Parce que tout, absolument tout dans cette histoire, pouvait devenir une preuve. Ce que ce message m'a dit, au-delà de ces mots, c'est que quelqu'un de l'autre côté savait déjà que le silence d'Alberto n'était pas le silence d'un homme vaincu. C'était le silence d'un homme qui agissait, et cela les rendait nerveux d'une manière que l'argent, les avocats et les plans minutieux ne pouvaient pas complètement calmer. La peur qu'ils ressentaient était exactement proportionnelle à ce que nous construisions. Et cela me disait que nous étions sur la bonne voie. Il restait 1 semaine avant le moment que mon avocat avait choisi pour tout présenter. Une audience préliminaire dans la procédure de divorce, convoquée par le juge pour établir les mesures de garde temporaire pendant que l'affaire principale avançait. C'était le moment parfait. Le moment où Griselda et Ignacio s'attendaient à trouver un homme absent ou, au mieux, un homme sans réel recours juridique, sans arguments solides, avec rien de plus que sa version émotionnelle des faits face à la machine légale qu'ils avaient construite avec du temps et de l'argent. Ce n'était pas ce qu'ils allaient trouver. Ils allaient trouver quelque chose de complètement différent. Et quand ils le trouveraient, rien de ce qu'ils avaient prévu ne fonctionnerait comme ils l'avaient imaginé. Il restait 1 semaine. J'ai compté les jours avec la même précision que j'avais utilisée pour tout le reste depuis le début de cette affaire, avec la patience de quelqu'un qui a appris, plus tard qu'il n'aurait dû, mais pas trop tard. Que les hommes qui attendent le bon moment finissent toujours par vaincre ceux qui se croient déjà victorieux. La semaine précédant l'audience fut la plus longue de ma vie. Non pas à cause du travail qu'il restait à faire, qui était énorme, mais à cause de ce que chaque heure qui passait signifiait. Chaque matin qui se levait sans que je puisse voir mon fils était un matin qui s'accumulait en une dette qui n'avait de prix dans aucune devise. C'était du temps. Du temps irrécupérable. Du temps que personne n'allait me rendre, même si je gagnais sur tout le reste. Mais je suis resté concentré. Mon avocat avait constitué le dossier avec une précision qui m'a impressionné, même moi, pourtant habitué à travailler avec des documents complexes. Il avait organisé les preuves en 3 blocs narratifs qui se renforçaient mutuellement. Le premier établissait la fraude financière d'Esteban, avec les relevés bancaires, les registres des sociétés écrans et la reconstitution des flux financiers que Dario avait préparés, avec des dates vérifiables et des montants précis. Le second établissait la conspiration visant à m'éliminer, avec les emails entre Esteban et Ignacio, l'enregistrement de la réunion à laquelle participait Hortensia, et le document contenant la note manuscrite de Griselda. Le troisième établissait la connexion directe entre les deux, démontrant que la procédure de divorce n'avait pas été une décision personnelle et émotionnelle, mais une opération coordonnée pour protéger une activité illégale de l'exposition que je représentais. 3 blocs, une histoire impossible à démonter si elle était présentée dans le bon ordre. Josefina avait accepté de comparaître comme témoin. Mon avocat l'avait rencontrée à 2 reprises pour la préparer. Non pas pour répéter de fausses réponses, mais pour l'aider à organiser ce qu'elle savait de manière à ce que ce soit clair, direct, et résistant aux questions d'Ignacio. Elle était nerveuse. Elle me l'a dit sans prétendre le contraire, mais elle était déterminée. Elle avait gardé ses documents pendant 14 mois, portant le poids de ce qu'elle savait, et elle était prête à s'en libérer au bon endroit.
Dario avait préparé un rapport d'expertise indépendant de 47 pages, documentant la piste financière depuis son origine jusqu'à sa destination finale, avec une méthodologie claire, des sources vérifiables et des conclusions qui ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. C'était le genre de document qu'un juge pouvait lire et comprendre sans avoir besoin d'être comptable, parce que Dario avait pris soin d'expliquer chaque concept technique dans un langage accessible sans rien perdre de sa rigueur. 47 pages qui représentaient 6 ans de fraude et 11 millions de dollars détournés. Le mercredi précédant l'audience, mon avocat m'a convoqué pour une dernière réunion de révision. Nous avons passé en revue chaque point du dossier pendant 4 heures. Nous avons simulé les questions qu'Ignacio poserait probablement, les angles d'attaque qu'il essaierait d'utiliser, les moments où il tenterait de détourner l'attention du juge vers des questions secondaires pour l'éloigner du sujet central. Mon avocat a été méticuleux dans cet exercice, presque implacable, me posant des questions difficiles, non pas pour me déstabiliser, mais pour s'assurer que j'étais prêt à tous les scénarios possibles. À la fin de cette séance, alors que nous étions les derniers dans le bâtiment et que la lumière de la ville qui filtrait à travers la fenêtre du bureau était notre seul éclairage, il m'a regardé et m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Alberto, je veux que vous sachiez une chose avant d'entrer dans cette salle. J'ai traité beaucoup de dossiers dans ma carrière. Des divorces, des affaires de garde. Des dossiers financiers complexes. Et je peux vous dire honnêtement que j'ai rarement vu quelqu'un dans votre situation garder la tête aussi froide pendant si longtemps. Cela, plus que n'importe quel document, est ce qui comptera quand le juge vous regardera. » Je n'ai pas su quoi répondre. Je l'ai remercié. Cette nuit-là, de retour dans cet hôtel où je vivais depuis près de 3 semaines avec le strict minimum, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le premier jour. J'ai appelé Griselda. Pas parce que je voulais négocier, ni parce que j'avais changé d'avis sur ce que j'allais faire le lendemain. Je l'ai appelée parce qu'une part de moi avait besoin d'entendre sa voix une dernière fois avant que tout ne change définitivement. Une part qui cherchait encore dans cette voix une trace de la personne que je croyais connaître, une fissure dans la froideur, un signe que quelque part, sous tout ce qu'elle avait fait, il restait encore quelque chose d'humain. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était exactement comme je m'y attendais, contrôlée, distante, avec ce calme artificiel de quelqu'un qui a répété comment répondre à cet appel. « Alberto » a dit Griselda. Il y a eu un silence. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle demandé. Je lui ai demandé comment allait notre fils. Une autre pause, plus courte cette fois. Il va bien. Je lui ai dit que j'en étais heureux. Je lui ai dit que nous nous verrions au tribunal le lendemain. Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'Ignacio, qui écoutait probablement, ne puisse lui dire quoi dire, j'ai raccroché. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un point final. Le jeudi s'est levé avec un ciel gris qui s'est lentement dégagé, comme si le jour prenait aussi son temps pour se préparer. Je me suis habillé avec soin. Pas par vanité, mais parce que les détails comptent. Parce que l'image que l'on projette lorsqu'on entre dans une pièce où quelqu'un va vous juger fait partie de l'histoire que l'on raconte sans mots. J'ai mis le costume que j'avais acheté cette semaine-là. Bleu marine, simple. Le genre de costume qui inspire le sérieux et le travail, sans crier l'argent. Parce que je n'avais jamais eu, ni voulu crier, l'argent. Je suis arrivé au palais de justice avec 20 minutes d'avance. Mon avocat était déjà là avec le dossier bien rangé dans une pochette noire qu'il portait avec le calme de celui qui connaît chaque page par cœur. Dario est arrivé 5 minutes plus tard avec son rapport d'expertise et son expression immuable. Josefina est arrivée à l'heure, en tenue formelle, avec les yeux de quelqu'un qui n'a pas bien dormi mais qui est résolu. Je les ai vus arriver 10 minutes avant l'heure. Griselda est entrée la première dans une robe grise qui lui donnait exactement l'allure qu'elle recherchait, sereine, sobre et respectable. Derrière elle venait Ignacio avec sa mallette en cuir et sa démarche d'homme habitué à gagner dans ces salles. Derrière Ignacio venait Hortensia, avec sa prestance habituelle. Cette prestance d'une femme qui n'a jamais douté une seule seconde dans sa vie que le monde fonctionnait en sa faveur. Aucun des trois ne m'a vu entrer. J'étais assis au 2e rang quand Griselda a finalement tourné la tête et croisé mon regard. Le changement dans son expression a été instantané. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. C'était l'expression de quelqu'un qui a construit un scénario dans sa tête pendant des semaines et qui le voit soudain s'effondrer avant même de commencer. Parce que l'élément qui ne devrait pas être là est là, et que sa seule présence modifie la géométrie de tout le reste. Ignacio a suivi son regard, m'a trouvé,
sur son visage, contrairement à celui de Griselda, j'ai vu quelque chose que j'ai clairement reconnu comme de la peur. Parce qu'Ignacio était avocat, et les avocats savent lire les salles. Ils savent que lorsque quelqu'un qui devrait être vaincu arrive avec une expression calme, un dossier noir sur la table, un expert comptable judiciaire à ses côtés, et un témoin qui travaillait au sein de l'entreprise, c'est que quelque chose de fondamental a changé. Hortensia fut la dernière à me voir, et elle fut la seule dont l'expression n'a pas changé. Immédiatement, elle m'a regardé pendant 3 longues secondes avec cette froideur que j'avais appris à déchiffrer au fil des ans. Puis elle a tourné la tête vers l'avant comme si je n'existais pas. Mais j'ai vu ses mains. Elles étaient crispées sur son sac à main, les jointures légèrement blanches. Hortensia avait peur. Seulement, elle ne le montrerait jamais sur son visage de toute sa vie. Le juge est entré et la salle s'est levée. C'était un homme d'une 60aine d'années, qui avait l'air de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires pour être encore facilement surpris. Il s'est assis, a ouvert le dossier et a commencé par l'appel des parties présentes. Quand il est arrivé à mon nom et que j'ai répondu « Présent », j'ai entendu Hortensia expirer lentement. Ignacio s'est levé pour faire sa déclaration liminaire. Il était fluide, professionnel. Il a construit son récit avec la précision de quelqu'un qui connaît bien le terrain. Il a parlé d'abandon de domicile, d'instabilité, de la nécessité de protéger le mineur. Il utilisait chaque mot avec le poids calculé de celui qui sait que, dans une salle d'audience, le langage est un outil tout aussi important que n'importe quel document. Je l'ai écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. Puis mon avocat s'est levé, et dès la première seconde, dès la première phrase qu'il a prononcée, la température de la pièce a changé. Il n'a pas utilisé de langage dramatique. Il n'a pas fait appel aux émotions ni construit sa présentation comme une histoire de victime et de méchant. Il a été direct, technique, précis. Il a présenté le dossier exactement dans l'ordre que nous avions prévu. D'abord, la fraude, les chiffres, les dates, les sociétés, le rapport d'expertise de Dario, qu'il a remis au juge avec une copie pour la partie adverse. Ensuite, la conspiration, les emails, les enregistrements, le document avec la note manuscrite de Griselda. Puis la connexion. Quand il est arrivé à la partie sur la note manuscrite et la remise au juge, Ignacio s'est levé pour faire une objection. Le juge l'a arrêté d'un geste de la main. Il a continué à lire. Le silence dans cette salle a duré environ 40 secondes. Ce furent les 40 secondes les plus longues de ma vie. 40 secondes pendant lesquelles le juge a lu, pendant lesquelles Griselda a fixé la table devant elle sans bouger. Pendant lesquelles Hortensia gardait les mains crispées sur son sac. Pendant lesquelles Ignacio cherchait dans son esprit un mouvement qu'il pourrait faire et n'en trouvait aucun qui marcherait. 40 secondes durant lesquelles tout ce qu'ils avaient construit depuis plus d'1 an a commencé à s'effondrer en silence. Comme une structure qui perd ses fondations et s'effondre sur elle-même avant que quiconque puisse réagir. Le juge a levé les yeux du document, a regardé Ignacio, a regardé Griselda, puis m'a regardé. Il a laissé le document sur son bureau avec un calme qui contrastait avec la tension qui remplissait chaque centimètre carré de la pièce. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a pris un moment pour examiner quelques pages supplémentaires du dossier, tournant les pages avec la parcimonie de quelqu'un qui prend le temps dont il a besoin, peu importe qui attend. Cela en soi était un signe. Un juge qui a décidé de rejeter quelque chose le fait rapidement, avec une économie de gestes. Un juge qui prend le temps de lire est un juge qui considère sérieusement ce qui se trouve devant lui. Ignacio l'a compris avant tout le monde. Je l'ai vu dans sa posture, à la façon dont ses épaules se sont affaissées d'un demi-centimètre, à la façon dont la main qui tenait son stylo s'est arrêtée de bouger. Enfin, le juge a pris la parole. Il a demandé à mon avocat d'expliquer précisément le rapport entre le matériel financier présenté et la procédure de garde, qui faisait l'objet de l'audience. C'était une question technique, le genre de question que posent les juges quand ils veulent comprendre si ce qu'ils regardent est pertinent pour ce qu'ils ont à décider, ou s'il s'agit d'un bruit stratégique de l'une des parties. Mon avocat a répondu sans hésitation. Il a expliqué que le lien était direct et fondamental. Que la procédure de divorce et la demande de garde exclusive n'avaient pas découlé d'une rupture conjugale naturelle, mais d'une décision coordonnée visant à neutraliser un conjoint qui représentait un risque d'exposition pour des activités illégales en cours. Que le chèque d'1 million de dollars offert à mon client n'était pas une compensation financière équitable dans le cadre d'un processus de séparation, mais une tentative d'acheter son silence et son absence avant qu'il ne puisse devenir un problème juridique pour les personnes impliquées dans cette fraude. Et que, par conséquent,
l'évaluation de la garde du mineur ne pouvait être faite de manière isolée sans tenir compte du contexte dans lequel cette procédure avait été initiée. Le juge a écouté tout cela sans l'interrompre, a pris des notes, puis a regardé Ignacio et lui a donné la parole. Ignacio s'est levé et, à ce moment-là, pour la première fois depuis que je le connaissais, je l'ai vu sans son armure. Il était toujours professionnel, toujours éloquent. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler. Une fraction de seconde supplémentaire avant chaque phrase, comme s'il choisissait ses mots avec plus de soin que d'habitude, comme si le sol sous ses pieds avait cessé d'être solide et qu'il le savait. Il a soutenu que les documents présentés étaient d'origine douteuse, qu'ils avaient été obtenus de manière irrégulière par une ancienne employée ayant des motivations personnelles pour nuire à l'entreprise. Il a soutenu que le rapport d'expertise était une interprétation unilatérale de registres financiers complexes qui nécessitait un contexte supplémentaire pour être compris correctement. Il a soutenu que rien de ce qui avait été présenté ne changeait le fait central que mon client avait volontairement abandonné le domicile familial après avoir reçu une compensation financière. C'était un bon argument, techniquement structuré, juridiquement plausible. Mais il avait un problème. Joséphina. Mon avocat a demandé l'autorisation au juge de présenter le témoin. Le juge a accepté. Joséphina s'est levée de l'endroit où elle était assise dans la salle et s'est avancée avec un calme qui m'a surpris. Quelques jours plus tôt, elle m'avait dit qu'elle était nerveuse. Mais à ce moment-là, debout devant le juge, les mains jointes et le dos droit, elle semblait être la personne la plus calme de toute la salle. Elle a répondu à chacune des questions de mon avocat avec précision et sans fioriture. Elle a décrit son rôle dans l'entreprise, les documents qu'elle avait vus, la réunion à laquelle elle avait assisté, le moment où elle avait compris que ce qu'elle observait n'était pas une erreur comptable, mais un système délibéré. Elle a décrit l'enregistrement audio avec le même souci du détail, contextualisant qui était présent et ce qui avait motivé sa décision d'enregistrer cette réunion. Quand mon avocat a terminé, Ignacio s'est levé pour le contre-interrogatoire. Je l'ai vu se préparer à attaquer sa crédibilité. C'était tout ce qui lui restait. Il lui a demandé si elle avait signé un accord de confidentialité au moment de sa démission. Joséphina a répondu que oui. Ignacio a haussé un sourcil et a demandé si elle était consciente qu'en divulguant des informations internes à l'entreprise, elle violait cet accord. Joséphina a répondu sans changer d'expression. Elle a dit qu'elle en était consciente. Elle a dit qu'elle était aussi consciente que les accords de confidentialité n'ont aucune validité juridique lorsqu'ils sont utilisés comme un outil pour dissimuler des activités criminelles, et qu'elle avait consulté un avocat indépendant avant de prendre la décision de comparaître comme témoin. Elle a déclaré qu'elle était prête à affronter les conséquences de ses actes parce qu'elle considérait que garder le silence était une option qu'elle ne pouvait plus soutenir. Ignacio ne s'attendait pas à cette réponse. Personne, sans la connaître, ne s'y serait attendu. Il a posé deux autres questions, toutes deux pour tenter de trouver des incohérences dans son témoignage. Les deux ont été contrées avec la même précision tranquille. Puis il s'est rassis. Le juge a ordonné une suspension de séance de 15 minutes. Pendant cette pause, Griselda a quitté la salle sans me regarder. Hortensia l'a suivi. Ignacio est resté à l'intérieur, examinant des documents avec la concentration forcée de quelqu'un qui ne veut pas qu'on voie qu'il cherche désespérément une issue. Je suis resté assis à ma place. Dario s'est approché et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête une fois, lentement, comme pour confirmer quelque chose qu'aucun de nous n'avait besoin de formuler. Lorsque le juge est revenu et a repris l'audience, la première chose qu'il a faite a été de s'adresser directement à Ignacio. Il lui a dit que le matériel présenté par la partie adverse était d'une gravité qui dépassait le cadre d'une audience préliminaire de garde. Il lui a dit qu'il y avait des éléments qui nécessitaient une enquête indépendante par les autorités compétentes et que, par conséquent, il allait émettre une notification officielle au bureau du procureur, avec une copie du dossier complet, afin qu'il puisse déterminer s'il y avait matière à ouvrir une enquête pénale. Ignacio s'est levé pour faire une objection. Le juge l'a arrêté. Il lui a dit qu'il s'agissait d'une obligation légale, pas d'une option. Puis il en est venu aux mesures de garde temporaire, qui était l'objectif initial de l'audience. Il a déclaré qu'étant donné le contexte présenté, étant donné qu'il y avait de sérieuses indications que la procédure de divorce avait été engagée avec des motivations dépassant le cadre d'une séparation conjugale conventionnelle. Et étant donné que le père avait fait preuve d'une présence active dans la vie du mineur au cours de sa première année, il n'y avait aucun élément objectif justifiant une restriction de ses contacts avec l'enfant pendant la procédure.
il a ordonné une garde partagée temporaire, un arrangement d'alternance hebdomadaire avec une révision dans 90 jours une fois que la procédure principale aurait avancé. Garde partagée. J'allais voir mon fils cette semaine. Cette semaine même. J'ai ressenti quelque chose que je ne sais pas comment décrire exactement. Ce n'était pas de l'euphorie. Ce n'était pas le genre de joie explosive qu'on imagine pour un tel moment. C'était quelque chose de plus profond et de plus tranquille, comme quand on retient sa respiration pendant un long moment et qu'on peut enfin respirer pour de vrai. Pas à moitié, pas prudemment, mais complètement, jusqu'au bout, avec tout son corps. Griselda était debout quand j'ai entendu le son. Un sanglot. Un son bref et contenu qui a coupé le silence de la pièce comme quelque chose qui se brise. Je l'ai regardé pour la première fois depuis que j'étais entré dans le tribunal. Et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas la femme froide et calculatrice qui avait posé un chèque sur la table le jour de l'anniversaire de son fils. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui avait peut-être toujours été là, caché sous tout le reste, et qui, maintenant que la structure qu'elle avait bâtie s'effondrait autour d'elle, n'avait nulle part où se cacher. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cet instant. Je veux être honnête à ce sujet. Ce que j'ai ressenti, c'était plutôt de la tristesse. Pour ce qui aurait pu être et qui ne fut pas. Pour les années investies dans quelque chose qui s'est avéré être différent de ce que je croyais. Pour cet enfant qui allait grandir en sachant que ses parents en étaient arrivés là. Mais sous cette tristesse, il y avait aussi quelque chose de plus ferme, la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Ignacio a rassemblé ses papiers avec des mouvements contrôlés comme toujours, mais ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il fermait sa mallette. Hortensia a quitté la salle sans regarder personne, avec cette rigidité qui, désormais, se lisait différemment. Non plus comme de l'autorité, mais comme l'ultime recours de quelqu'un qui ne sait pas comment assimiler une défaite. Mon avocat m'a serré la main. Dario m'a tapoté l'épaule. Josefina a rassemblé ses affaires et, avant de partir, s'est tournée vers moi. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé avec une expression qui contenait beaucoup de choses à la fois. Du soulagement, de l'épuisement, et quelque chose qui ressemblait à la paix de quelqu'un qui a enfin réglé une vieille dette envers sa propre conscience. J'ai quitté le tribunal à midi. Le ciel qui s'était levé gris s'était complètement dégagé. La lumière tombait sur la rue avec cette intensité pure qu'elle a quand l'air est calme et qu'il n'y a pas de nuages pour la filtrer. Je me suis arrêté sur les marches du bâtiment et je l'ai senti sur mon visage un instant, les yeux fermés, sans penser à rien de précis, juste en respirant. Dans 2 jours, j'allais récupérer mon fils. Dans 2 jours, j'allais le tenir de nouveau. J'allais sentir son odeur. J'allais l'entendre rire de ce rire qui n'avait pas encore de mots, mais qui disait tout ce qu'il y avait à dire. Et cette fois, personne n'allait m'en empêcher. Je suis arrivé pour récupérer mon fils un samedi matin. J'avais dormi cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines d'un vrai sommeil, profond et ininterrompu. Le genre de sommeil que le corps réclame quand on lui donne enfin la permission de se reposer parce que le pire est passé. Et ce qui nous attend, bien qu'encore incertain, n'a plus le poids écrasant de l'irréversible. Je me suis arrêté devant la maison. La même maison où nous avions vécu ensemble, où nous nous étions disputés et réconciliés, où nous avions construit des routines et célébré de petites choses qui, à l'époque, nous semblaient grandes. La même maison où, 1 an plus tôt, j'avais tenu mon fils nouveau-né dans mes bras pour la première fois, ignorant encore tout ce qui allait suivre. Maintenant, je la regardais de l'extérieur avec des yeux différents. Pas avec de la nostalgie ou de la colère, mais avec cette distance sereine qui s'installe quand on accepte enfin que quelque chose est fini, et que c'est bien ainsi. J'ai sonné à la porte. Griselda m'a ouvert. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient tirés en arrière négligemment, sans le soin habituel qu'elle apportait toujours à son apparence. Elle m'a regardé un instant sans rien dire, puis s'est écartée pour me laisser entrer. Nous n'avons pas échangé de mots inutiles. Il n'y avait rien à dire que les documents légaux n'aient déjà dit avec plus de précision que n'importe quelle conversation possible entre nous deux à ce moment-là. Elle est allée dans la chambre de notre fils et je l'ai suivie dans ce couloir que je connaissais par cœur. Chaque carreau, chaque tache de lumière provenant de la fenêtre du fond, chaque petit détail qui forme la carte physique des années qu'on passe à vivre dans un endroit. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il était assis par terre avec un jouet à la main, concentré avec ce sérieux absolu qu'ont les petits-enfants quand quelque chose capte totalement leur attention. Il avait grandi en 3 semaines. Il avait grandi.
Ou peut-être que je le regardais simplement avec des yeux qui avaient tellement manqué de lui qu'il remarquait chaque détail avec une intensité nouvelle. Puis, il a levé la tête et m'a trouvé. Son visage a mis exactement une seconde pour traiter ce qu'il voyait. Une seconde où le monde a semblé s'arrêter. Où il n'y avait plus rien d'autre dans cette pièce, ni dans ce jour, ni dans cette histoire, à part les yeux de mon fils qui rencontraient les miens. Et puis, il a souri. Pas le petit sourire poli que les enfants apprennent à faire quand quelqu'un leur parle. Le sourire de tout le corps. Le sourire qui secoue les bras, plie les genoux et vient de cet endroit profond où il n'y a encore ni calcul, ni distance, ni rien d'autre qu'une joie pure et inconditionnelle. Il a tendu les bras vers moi. Je me suis agenouillé sur le sol et je l'ai pris. Je l'ai pris et je l'ai serré contre ma poitrine. J'ai senti son poids, sa chaleur et cette odeur que je n'avais pas oubliée un seul jour pendant tout ce temps. Il a attrapé mon cou à deux mains avec cette force disproportionnée qu'ont les petits enfants, et a enfoui son visage dans mon épaule. Et j'ai fermé les yeux, j'ai respiré et je n'ai rien dit, parce qu'aucun mot n'aurait été à la hauteur de ce moment. Griselda a quitté la pièce en silence. Je ne sais pas si elle a pleuré. Ce n'était pas mon histoire de le savoir à ce moment-là. Mon histoire, c'était cet enfant dans mes bras. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences de ce qui s'était passé au tribunal se sont déroulées avec l'inévitabilité de quelque chose qui ne peut plus être arrêté. Le bureau du procureur a reçu le dossier du juge et a ouvert une enquête officielle sur les activités financières d'Esteban. Dario a été convoqué en tant qu'expert pour collaborer avec les enquêteurs, et son rapport de 47 pages est devenu la colonne vertébrale de ce qui s'est rapidement transformé en une affaire de fraude à grande échelle, avec des ramifications qui dépassaient l'entreprise familiale. Esteban a engagé 3 avocats différents en 2 semaines. Aucun n'a pu faire disparaître 11 millions de preuves. Ignacio a fait l'objet de procédures disciplinaires devant le barreau pour sa participation à la structuration du montage financier. Sa licence a été suspendue de manière préventive pour toute la durée de l'enquête. L'homme qui était entré dans cette salle de divorce avec sa mallette en cuir et sa démarche de gagnant a fini par être visé par des enquêtes menées par les mêmes organismes devant lesquels il avait l'habitude de comparaître en tant que représentant légal pour d'autres. Hortensia, qui avait bâti pendant des décennies l'image d'une matriarche respectable, a vu son nom de famille dans les journaux d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Non plus comme la vedette des événements mondains ou la figure de proue d'une famille établie, mais comme une partie d'un scandale financier qui effaçait d'un seul coup le récit qu'elle avait soigneusement cultivé toute sa vie. Pour quelqu'un pour qui la réputation était tout, ce fut peut-être le coup le plus dur de tous. Griselda s'est retrouvée dans une position compliquée. Sa participation directe à la fraude financière était plus difficile à prouver que celle d'Esteban et d'Ignacio. Son nouvel avocat, car Ignacio ne pouvait plus la représenter, a fait valoir qu'elle avait été manipulée par son frère sur les aspects les plus techniques du montage. C'était partiellement vrai, et nous le savions tous. Mais la note manuscrite, ces 3 mots écrits de sa propre main, faisait toujours partie du dossier. Le processus judiciaire concernant sa situation spécifique a pris une voie distincte de la procédure de garde. Et je ne parlerai pas de la façon dont cela s'est terminé, parce que cette partie de l'histoire ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est ce qui est venu après pour moi. La procédure de garde a progressé au cours des mois suivants avec une dynamique complètement différente de celle que Griselda et Ignacio avaient initialement prévue. Le juge qui avait reçu les preuves lors de cette première audience est le même qui a suivi le dossier jusqu'à sa résolution finale. Et dans cette résolution, en considérant tous les éléments du dossier, en considérant l'historique de la présence active du père dans la vie du mineur et les circonstances dans lesquelles la procédure avait été engagée, il a décidé d'une garde partagée dans des termes équitables. Mon fils allait grandir avec nous deux. Ce n'était pas la fin que j'aurais choisie 10 ans plus tôt, quand j'ai épousé Griselda en croyant que nous construisions quelque chose de permanent. Ce n'était pas la fin que j'aurais souhaité si j'avais pu dessiner son histoire depuis le début. Mais c'était une fin juste. Et parfois, la justice ne prend pas la forme qu'on imagine, mais la forme que les circonstances permettent. Et apprendre à la reconnaître et à l'accepter telle qu'elle fait aussi partie du fait de grandir. Josefina a continué sa vie. J'ai appris par Dario qu'elle avait trouvé un emploi dans une autre entreprise et que les poursuites judiciaires engagées contre elle pour violation de l'accord de confidentialité avaient été rejetées compte tenu du contexte dans lequel elle avait agi. Je ne pourrai jamais la rembourser pleinement pour ce qu'elle a fait, le risque qu'elle a pris, le temps où elle a porté ses documents en attendant le bon moment. Mais je sais qu'elle sait ce que ça a signifié pour moi. Et bien que ce ne soit pas suffisant, c'est ce que j'ai à lui offrir.
Dario est retourné à son bureau, avec ses documents bien rangés, ses 3 tasses de café et ce calme en lui qu'aucune tempête ne pourra jamais complètement perturber. Je l'appelle souvent. Nous nous voyons tous les mois ou tous les 2 mois. Certaines amitiés n'ont pas besoin d'un entretien constant pour être vraies. Elles existent dans un endroit sûr, où elles sont toujours là quand on a besoin d'elles. Et l'amitié de Dario est exactement de ce genre. J'ai continué mon travail. Mon cabinet de conseil, qui avait continué à tourner pendant tout ce temps avec des clients qui, heureusement, ne savaient rien de ma vie personnelle, a repris son rythme normal. Quelques mois plus tard, j'ai décroché l'un des contrats les plus importants de ma carrière, une entreprise de taille moyenne qui avait besoin exactement du genre d'analyse financière que je savais bien faire. Et dans le travail de ce contrat, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai retrouvé le plaisir des choses ordinaires. De me lever le matin avec un but clair. D'examiner des chiffres qui racontent de vraies histoires, de vraies entreprises, sans piège en dessous. De boire un café alors que la journée commence, sans que rien de menaçant ne m'attende de l'autre côté de la tasse. Et par-dessus tout, pour les semaines passées avec mon fils. Pour lui avoir appris à marcher dans le parc sans lâcher ma main, puis avec un seul doigt, et enfin tout seul, chancelant et déterminé, tombant et se relevant avec ce mélange de frustration et de détermination qu'ont les enfants quand ils apprennent quelque chose de nouveau. Cela me fait penser qu'il y a peut-être un peu de moi en lui, d'une manière qu'aucun chèque, aucun plan et aucun tribunal ne pourrait effacer. Pour les nuits où il s'endort en écoutant ma voix. Peu importe ce que je dis. Juste la voix, le son qui lui dit que je suis là. Il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, que je ne savais pas avant, ou que je savais de manière abstraite, mais que je sais maintenant pour de vrai, avec ce genre de savoir qui ne vient que lorsqu'on l'a vécu. Les hommes qui gardent le silence pour préserver la paix ne sont pas des hommes en paix. Ce sont des hommes qui accumulent, qui emmagasinent, qui portent des choses sans les dire jusqu'à ce que ce poids fasse partie de leur posture, de leur façon de respirer, de leur façon de regarder le monde. J'ai été cet homme pendant trop d'années. J'ai vu des choses sur lesquelles je n'aurais pas dû me taire. J'ai signé des choses que j'aurais dû lire. J'ai accepté des conditions que je n'aurais jamais dû accepter, parce que je croyais que le silence était une forme d'amour. Et ce n'était rien d'autre que du silence. Je ne suis plus cet homme. Pas parce que je suis devenu quelqu'un de différent par essence, mais parce que j'ai appris que parler, réclamer, exiger ce qui est juste, cela ne détruit pas les bonnes choses, cela les protège. Et que l'homme qui disparaît en silence pour revenir avec la vérité n'est pas le même que celui qui est parti. Il est meilleur. Mon fils a 1 an et quelques mois maintenant. Il ne comprend rien à ce qui s'est passé. Il ne sait pas que son père a disparu une nuit et est revenu avec des documents qui ont tout changé. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui ont essayé de l'effacer de son histoire avant qu'il ne soit assez grand pour l'écrire. Un jour, il saura. Et quand ce jour viendra, je veux qu'il comprenne une chose par-dessus tout. Que jamais, ni pour $1 million, ni pour aucune somme existante, je n'ai été prêt à disparaître vraiment. Que j'ai toujours été là. Que j'allais toujours revenir.